toutes celles et ceux qui suivent mes actualités savent que j'ai rendu ma démission le 1er septembre 2025 de mon poste de professeur agrégé de l'enseignement public français. Pour quelle raison? Parce que depuis le mois de mai 2021, j'ai été constamment persécuté par le régime autocratique du président Emmanuel Macron au motif que je produis des livres, des conférences, que je produis des artefacts numériques, que je produis des idées qui critiquent la politique africaine de la France. En particulier, le néocolonialisme français. Le gouvernement de M. Macron m'a fait savoir, pendant ces 5 dernières années, qu'il lui paraissait impossible que je continue à exercer mes fonctions de professeur d'enseignement public français tout en critiquant la politique africaine de la France. Fonctionnaire de l'enseignement public français depuis septembre 2003, avec mes avocats, dont le collectif est dirigé par Maître Djifutao Woshaou Aboubekr, nous nous sommes efforcés d'expliquer à M. Macron et à ses employés et à ses bras, à l'intérieur de l'administration de l'éducation nationale et à l'intérieur finalement de la justice, qu'un professeur de l'enseignement public n'avait aucune obligation d'alignement sur les opinions du gouvernement en place. Un professeur de l'enseignement public est un professeur d'État. Il n'a pas à utiliser ses salles de cours comme le lieu dans lequel il défend ses opinions politiques personnelles. Mais quand il est en dehors de ces salles de cours, un professeur de l'enseignement public recouvre sa liberté d'expression et de penser en tant que citoyen et peut exprimer des idées qui ne sont pas nécessairement compatibles avec celles du gouvernement. Nous nous sommes battus pendant 5 années, durant lesquelles, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que la justice avait été instrumentalisée par Macron pour nous punir par tous les moyens possibles, parce que nous avons été inclus dans une liste rouge de ceux qui empêchent la France de piller, d'occuper, de mentir, de dominer en rond en Afrique contemporaine. Cela s'est traduit par une persécution multisectorielle, multidimensionnelle. Non seulement j'ai été traduit plusieurs fois dans des conseils de discipline pour juger de mes opinions de citoyen, non pas de mes opinions de professeur. J'ai été traduit dans des conseils de discipline où il m'a été dit « Il ne vous est rien reproché dans l'exercice de votre travail de professeur, mais il vous est reproché de critiquer la politique du gouvernement et par là on estime que vous avez violé l'obligation de réserve. » Une notion floue qui n'est pas utilisée quand des fonctionnaires de l'enseignement soutiennent les positions du gouvernement, mais qui est systématiquement utilisée quand des fonctionnaires de l'enseignement critiquent les positions du gouvernement et qui plus est lorsqu'ils sont d'origine africaine. On est allé très loin. À un moment donné, on m'avait fermé tous mes comptes bancaires en France. Je n'avais plus de compte bancaire alors que j'étais encore fonctionnaire français. Rendez-vous compte de l'incongruité. L'État français versait mon salaire sur un compte bancaire fermé. Et la banque, à l'époque le crédit CIC, le crédit industriel commercial, renvoyait le salaire à la trésorerie de la fonction publique, à la trésorerie de l'État. Ce qui a fait qu'il m'est arrivé de me retrouver pendant 3 mois, ayant travaillé, mais sans salaire. Pourquoi? Parce que le salaire qui a été versé l'avait été dans un compte qui a été fermé par les manipulations de Macron. Et que la banque qui a été contrainte de fermer abusivement mes comptes renvoyait le salaire à la trésorerie de l'État, me laissant sans salaire pendant de très longs mois. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils sont allés fouiller dans mon histoire citoyenne et ils ont cru avoir trouvé une faille parce que lorsqu'ils m'ont privé de mes salaires, parce qu'entre-temps ils m'ont suspendu plusieurs fois de fonctions, me privant de salaire, quand j'ai fait appel à la solidarité des Africains et que les Africains du monde entier se sont mobilisés pour montrer que le combat que je menais, c'était pour nous tous, c'était pour eux, pas seulement pour moi, Macron a instrumentalisé la justice. Il a instrumentalisé une substitute de procureur qui a cassé la décision d'une procureure. La procureure avait classé l'accusation de Macron sans suite. Il a instrumentalisé une substitute de procureur pour que celle-ci
me porte plainte au motif que les dons que les Africains du monde entier, que mes amis du monde entier m'ont acheminé par les plateformes GoFund, je n'aurais pas dû les récupérer. Qu'en les récupérant, j'aurais abusé, eh bien, j'aurais détourné, abusé, je ne sais pas, de biens sociaux. Il a été impossible au tribunal, au procureur de Macron, de démontrer que qui que ce soit avait été abusé par moi. Mais, puisque la justice a été instrumentalisée par lui, ils ont fini par dire que, alors que mes amis dans le monde entier m'avaient envoyé environ 35 000 euros, quand j'ai été suspendu pendant 3 mois de fonction, et ils ont instrumentalisé des juges, une juge pour dire que je dois donner 30 000 euros des 35 000 au trésor public français. Je rappelle que c'est le gouvernement français, l'État français qui m'ont privé de salaire. Ce sont mes amis à travers le monde entier qui se sont réunis pour m'aider. Et Macron a instrumentalisé des juges pour qu'ils disent qu'il faut que l'argent que les Africains du monde entier m'ont donné, j'enlève 30 000 euros pour leur donner. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont intéressés à mes impôts sur le revenu. Je payais un impôt sur le revenu eh bien, d'environ 6 000 à 7 000 euros chaque année. Ils l'ont multiplié pratiquement par 4. Ils l'ont élevé à 22 000 euros. Quand j'ai demandé à savoir pourquoi ils le multipliaient à 22 000 euros, ils ont refusé de répondre et ils se sont mis à saisir mon salaire, mes salaires. De telle façon que pendant presque toute l'année 2025, j'allais enseigner des élèves, j'allais enseigner des étudiants français et Macron faisait saisir par le ministère de l'économie et des finances, il faisait saisir 75% de mon salaire. Je gagnais environ 4 000 euros, un peu plus de 4 000 euros. Et on récupérait pratiquement 2 500 à 2 700 euros sur les 4 000 à partir du mois de février 2025. Donc en fait, je travaillais à perte. Moi, j'allais travailler et au final, on arrachait le salaire, mais je travaillais plein pot. Ils ne se sont pas arrêtés à ça. Depuis 2021, mais l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ou l'aéroport d'Orly, mais c'est ma prison quotidienne. Que je sois en train de voyager pour sortir ou que je sois en train de voyager pour entrer, ils m'arrêtent, ils me mettent en garde à vue. Ils donnent toutes sortes de justifications farfelues, au point que la plupart des policiers de la police des frontières françaises qui travaillent à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ou qui travaillent à l'aéroport de Paris-Orly me connaissent par cœur. Quand j'arrive, ils savent que mon cas est traité en haut lieu et que M. Macron m'a fait fichier S. Un peu comme un terroriste, quoi, un poseur de bombes. Il m'a fait fichier S dans les ordinateurs des aéroports français. Donc quand j'arrive et que l'agent de la police des frontières scanne mon passeport, il y a une lumière rouge qui s'affiche sur ses lunettes. Et j'ai heureusement rencontré à un moment donné des agents de police qui ont été pris de compassion. Parce qu'ils ont essayé d'étudier mon histoire. Ils se sont rendus compte que j'étais une victime en fait de Macron. Et qui m'ont dit, mais vous êtes fiché S. Et honnêtement, on ne nous dit pas pourquoi. On nous demande de vous faire subir des contrôles spéciaux chaque fois que vous passez. Si vous êtes fiché. Là encore, avec mon avocat, mes avocats, notamment donc Maître Ndifutao Chawaboubek, nous avons porté une plainte contre le ministère de l'Intérieur, qui est le patron des policiers français, pour dire, dites-nous pourquoi M. Niamsi est l'objet de tracasseries, il est l'objet de contrôles spéciaux, il est l'objet de détention récurrente quand il entre ou quand il sort de France. Vous savez ce que le ministère de l'Intérieur à l'époque, c'était Moussa Gérard Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me dire pourquoi et quel est mon statut dans les ordinateurs, c'est-à-dire pourquoi ils m'ont fiché. Ils ne peuvent pas me le dire, parce que s'ils me le disent, je risque de prendre des dispositions pour échapper eh bien, à leur contrôle. Une administration à laquelle un citoyen demande, mais pourquoi vous me faites ça? Elle dit, on ne te dira pas, parce que si on te dit, tu risques de tout faire pour qu'on ne te le fasse pas. Voilà ce qu'ils ont fait. Et je ne voudrais pas ici vous faire toute la litanie des menaces, des intimidations de toutes sortes que nous avons subies. Voilà ma vie pendant ces 5 dernières années en France. Même à l'occasion de mon dernier voyage en date, lorsque je venais au Mali, je suis de nouveau passé par une garde à vue, rétention de passeport, coup de téléphone passé au chef pour savoir si on laisse passer cet individu dangereux pour sortir de France. Et quand je rentrerai bientôt en France, où vit encore une partie de ma famille,
je sais que je passerai par les mêmes humiliations. Bon, donc je travaillais depuis le mois de janvier 2025 en France pour Macron, puisqu'il arrachait 3/4 de mon salaire à la fin du mois. Donc vous allez, vous travaillez plein pot, vous assurez les cours, vous corrigez les copies, vous organisez les travaux, vous êtes présent, vous assurez un service à temps plein. Et on vous arrache 3/4 de votre paye. Tout cela amusait beaucoup M. Macron. Mais j'ai en réalité pris le temps de lui donner la réponse qu'il fallait. Le défi qui m'était lancé par Emmanuel Macron, l'actuel président déclinant et extrêmement carent de la République française, le défi était le suivant. On ne peut pas vivre sans le salaire de l'État français. On ne peut pas renoncer à un poste de fonctionnaire français pour récupérer sa liberté de conscience, sa liberté d'expression. C'est le défi qu'il m'avait lancé. Dans sa tête à lui, un Africain de ma génération, un Africain de mon niveau de formation, docteur de l'université, professeur agrégé par concours, pas par nomination, pas par classement, pas par équivalence, un Africain de ma qualité intellectuelle était supposé rester au crochet du salaire désormais rabougri et amoché de l'État français pour ne pas perdre une position. Certes, M. Macron a échoué énormément de concours parce qu'il voulait, à la base, il voulait être professeur agrégé comme moi. Il n'a pas pu. Il a échoué l'entrée à l'école normale. Il a tapé poteau, comme on dit à Abidjan. Donc, c'est quelqu'un qui envie des gens comme moi parce que j'ai la carrière qu'il n'a pas pu avoir puisqu'il a échoué. Bon. Mais enfin, il se disait, ce type-là, ce Franklin Nyamsi est incapable de renoncer à un poste de professeur agrégé de l'enseignement public français pour continuer à exercer le ministère de sa liberté de conscience, sa liberté de penser. Alors que moi, c'était tout vu, c'était décidé depuis. C'était tout vu, c'était décidé depuis, j'attendais le bon moment. Eh bien, le 1er septembre 2025, c'est moi, c'est pas Macron qui m'a radié. Il n'a pas été capable de me radier. Il cherchait un moyen pour me radier. Non seulement les collègues de tous les syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur m'ont défendu, y compris les syndicats d'extrême droite. Je tiens ici à leur rendre hommage. J'ai été à l'unanimité défendu par tous les syndicats de l'enseignement français. Il n'y en a pas un seul qui ait dit il faut punir ce monsieur. Parce qu'ils ont bien compris que la jurisprudence qui consiste à empêcher quelqu'un, parce qu'il est professeur, d'avoir des opinions contraires à ce gouvernement, allait s'appliquer à un moment donné contre tout le monde. Et surtout les syndicalistes. Donc, enfin, donc Macron, qui a cherché tous les moyens pour me radier, était très surpris d'apprendre que le 1er septembre 2025, de ma meilleure plume, j'ai démissionné de mon poste de professeur agrégé de l'enseignement public français. Je leur ai remis ma démission à travers le rectorat de l'Académie de Normandie et à l'adresse du ministère de l'Éducation nationale, laquelle démission a été actée. 15 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que ma démission avait été acceptée. Donc, je leur ai dit à partir de là, gardez la paix, faites-en ce que vous voulez, construisez donc une France extraordinaire avec mon salaire, trouvez un collègue qui viendra travailler pour ne percevoir que 25% de ce à quoi il a droit, trouvez-en un. Je refuse l'humiliation que l'on fait à un professeur de mon rang, de ma qualité, de le maintenir à travailler en le fichant comme terroriste, mais en le laissant quand même former les élèves français, et puis en le payant en monnaie de singe, au motif qu'on a augmenté de plus de 150 à 200% ses impôts pour le punir. Donc, ils étaient très surpris d'apprendre que je leur avais rendu ma démission. Ce n'était pas dans leur calcul. Toutes les affaires que Macron a mises sur moi, elles avaient pour but de salir mon casier judiciaire et d'obtenir par là une clause pour me chasser de mon poste. Bon, mon casier judiciaire est vierge. Même les condamnations qui ont été prononcées, soi-disant pour donner 30 000 euros des 35 000 que les Africains m'ont donné, elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire. La juge de Rouen qui a été instrumentalisée contre moi, elle a dit non, on ne met rien au casier judiciaire. Parce qu'elle-même, après la plaidoirie de nos formidables avocats, je salue ici Maître Ndifutao Woshawaboubek, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Ihou, je salue Maître Geoffroy Balonga, je salue Maître Daniel Babin, Maître Taboula Mbeko, je salue Maître Diakité, je tiens ici à saluer Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan. Je salue tous ces avocats qui, tout au long de ces années, comme un seul homme, se sont mobilisés. Et ont amené même les juges
bien qu'il soit sous la pression de Paris, a dit non, on ne met rien dans le casier judiciaire de cet homme. Car, en fait, c'est une faute qu'on trouvait, qu'on veut lui faire porter uniquement pour faire plaisir à Macron. Donc, j'ai rendu tranquillement donc ma démission le 1er septembre 2025 et je me suis mis à mon propre compte. Et l'une des décisions que j'ai prises, c'est de me réinvestir pleinement dans l'éducation et la formation en Afrique. D'abord, j'avais créé dès 2023 l'Institut de l'Afrique des Libertés, association de droit malien, qui est une association de production des idées, qui est un think tank de conseil au gouvernement panafricaniste, qui est une association de veille, poursuivant 4 causes: le délogement de toutes les troupes néocolonialistes du continent africain, la fin de la monnaie scélérate du franc CFA, la fin de l'ingérence étrangère dans la désignation des dirigeants africains et l'enracinement des institutions africaines dans la civilisation négro-africaine. C'est l'objectif que nous poursuivons. Nous sommes une trentaine de chercheurs à travers le monde qui sont reliés à cet institut et qui travaillons en synergie pour accélérer l'émancipation africaine. Ça, j'ai fait cela. Comme vous le savez très bien, j'ai continué à écrire des livres, plus que jamais. Maintenant, j'en écris en moyenne 4 chaque année. Je suis pratiquement à mon 53e livre. Donc, ce ne sont pas les histoires de M. Macron. Ce ne sont pas ces petits plans de dictateurs néocoloniaux qui m'ont empêché de continuer à produire. Au contraire, j'ai encore produit plus. Vous êtes ici témoin de la cadence à laquelle, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, votre serviteur donne des conférences pour éclairer la lanterne de son temps sur les grands enjeux géopolitiques et géostratégiques. Mais, par ailleurs, j'ai décidé de me remettre à la disposition de la jeunesse de mon continent. Bon, je connais des gens qui m'ont dit, mais pourquoi pas la jeunesse du Cameroun? J'aurais bien voulu pouvoir réenseigner au Cameroun. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2006. Et je vous raconte cela pour que vous compreniez pourquoi c'est au Mali, pourquoi c'est au Sahel que je suis pour le moment utile à l'Afrique. Je suis rentré en 2006 et j'ai assuré pendant 1 mois à l'université de Douala, à l'invitation de mon collègue, le professeur Emmanuel Malolo Dissaka qui est là. Il y avait un doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Douala qui s'appelle le professeur Félix Bikoy. Il faudra aller lui demander. J'ai assuré un cours sur l'histoire de la métaphysique occidentale pendant 1 mois, au mois d'août 2006. C'était mon premier retour au Cameroun après 11 ans d'absence. Rendez-vous compte que ce cours-là que j'ai assuré pendant 1 mois pour les licences et les maîtrises, il a été payé. Et il y a quelqu'un de l'administration, probablement d'ailleurs le doyen, qui est allé signer à ma place et qui a encaissé ma paye. C'est-à-dire, tu enseignes. Oh, Cameroun, quelle tristesse. Tu enseignes pendant 1 mois dans une université. Lorsque tes indemnités d'enseignement sont débloquées, et il y a un doyen ou un quelconque personnage qui vient, qui va à la caisse, qui signe en ton nom et qui encaisse ton salaire. Moi, j'étais déjà reparti en France. Feu mon père, père son âme était vivant. Je lui avais laissé une procuration pour aller récupérer le salaire de ce mois de cours. Quand mon père est allé avec la procuration, on lui a dit, quelqu'un a encaissé le salaire. Voilà mon dernier contact avec l'université camerounaise. On a volé mon dernier salaire. Et mon père est décédé en 2018. Il avait travaillé pendant une 30aine d'années à la société Bata Cameroun. Vous savez quoi? Ils ont volé la retraite de mon père. Mon père est mort sans toucher 1 seul mois de retraite. Quelqu'un qui travaille pendant pratiquement 30 ans. Mon père a travaillé pendant une 30aine d'années à la société de fabrication des chaussures Bata. Il est mort en 2018 et le régime de Paul Biya a volé sa retraite. Et il n'est pas le seul. Presque toute sa génération s'est fait voler sa retraite par le régime Biya. Donc, moi, je reviens au Cameroun en 2006. On m'invite à donner un cours de métaphysique à l'université de Douala. Je le donne, on vole le salaire. J'ai vu les 27 années de travail gratuit de retraite de mon père qui avait été volé. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans ces conditions dans l'université camerounaise. Vous comprenez? Donc, quand vous me demandez, va enseigner dans ton pays au Cameroun, non, dans mon pays au Cameroun, il faut d'abord une révolution. On doit dégager le régime néocolonial de Biya. Tant qu'on ne l'a pas dégagé, on ne sera pas capable de mobiliser de manière efficace la matière grise intérieure et internationale du pays. Ce n'est pas possible. Mais, comme on dit, quelqu'un laisse
et puis quelqu'un prend. Moi, j'ai démissionné en France. Mais les pays de l'Alliance des États du Sahel sont aujourd'hui ceux qui sont les plus ouverts aux intellectuels de ma qualité et qui ont cet engagement que j'ai de penser que nous devons lutter pour la souveraineté, la prospérité et la dignité de l'Afrique. Et le pays, de tous les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui m'a ouvert les bras en premier, le voici. C'est le Mali. Je suis revenu à partir de 2012 au Mali, où j'ai participé à la fondation du département de philosophie de l'Université catholique. J'ai toujours été respecté dans ce pays. L'Université catholique du Mali, c'est ma première maison. Donc, je suis revenu reprendre des enseignements là où on respecte ce que je fais. D'accord? Je suis professeur invité à l'Université catholique et je prendrai encore plus de responsabilités à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest pour participer à la formation des nouvelles générations. J'étais très heureux aujourd'hui. L'Université catholique à Bamako inaugurait une cantine moderne sous la direction du père docteur Yvonique Dakouri Zoni, que je salue et que je félicite pour sa qualité de bâtisseur. Une cantine qui a d'ailleurs bénéficié du parrainage d'un couple extrêmement philanthropique, le couple Ouedraogo, Régis, et sa femme, Alima, que je salue. C'était une très belle cérémonie aujourd'hui. Mais quel bonheur de me retrouver devant un prêtre, Bayala Julien, qui a été mon élève de première en troisième année, dans la période 2012-2014, et qui est maintenant prêtre catholique. De le voir officier pour la messe de bénédiction de la nouvelle cantine moderne, ultra moderne, de l'Université catholique. Quel bonheur de me retrouver avec mon ancien étudiant togolais Gérard Achrimi, aujourd'hui prêtre catholique, officiant. Quel bonheur de me retrouver devant Bienvenue Dioma, qui est en train d'achever une thèse de doctorat. Ça, c'est mon travail. Non, ici là au Mali, ici là en Afrique de l'Ouest, vous avez vu comment le Niger a accueilli votre serviteur, vous avez vu comment le Burkina Faso a accueilli votre serviteur. Ici, je suis utile à l'Afrique. Pourquoi voulez-vous que j'aille m'échiner à être utile à l'Afrique, là où il y a des gens suffisamment méchants pour ne pas vouloir que ce qu'ils ont de meilleur dans le domaine qui est le mien, les sciences humaines, en général, la géopolitique, la philosophie, la métaphysique, la philosophie moderne et contemporaine. Ils ne veulent pas de moi. Vous voulez que je force quelqu'un? On ne force pas. Donc c'est avec bonheur que j'ai repris la craie, en plus de tout ce que je fais devant vous ici pour sensibiliser sur les réseaux sociaux, pour former mes étudiants de l'Université catholique. Je le faisais depuis 2012. Je venais au Mali, je restais pendant 1 mois, habitant avec les prêtres à Samaya, dans des résidences réservées aux professeurs invités. J'ai écrit une vingtaine de livres ici au Mali. Je venais entre 2012 et 2018. Chaque année, au moins 1 mois. C'est comme ça que j'ai découvert le Mali. Je salue mon doyen bien-aimé, le professeur Éloi Diarra, qui a pris sa retraite, qui était professeur de droit à l'Université de Rouen. C'est lui qui m'a fait découvrir cette grande patrie africaine. Donc, en raison de ces qualités qui sont reconnues, je tiens ici à remercier les plus hautes autorités du Mali, à la tête desquelles le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, et tous ses compagnons. Je salue le ministre de la Défense Sadio Kamara, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, je salue le général de corps d'armée Modibo Kone, tous ces grands officiers du Mali, qui me connaissent depuis plusieurs années, qui m'observent depuis plusieurs années, qui savent ce que je produis dans le domaine de l'éveil citoyen et dans le domaine intellectuel, mais qui ont jugé que il fallait que je participe à la formation des officiers supérieurs de ce pays, dans la plus prestigieuse école militaire du Mali, l'école de guerre du Mali. J'y ai été chaleureusement, fraternellement et avec une telle précision, une telle pertinence reçue hier par le général de division Oumar Dao, commandant de l'école de guerre du Mali, entouré de ses plus proches collaborateurs, afin
que l'on puisse ajuster mon offre de compétences aux besoins de la formation des plus grands officiers du Mali. Mais quelle consécration un Africain de ma génération peut espérer de plus que celle-là? Participer à la formation de ceux-là même qui assurent la paix, la sécurité et la prospérité de la grande nation africaine du Mali. Donc, cet engagement à participer, pas seulement à la formation des étudiants de l'Université catholique du Mali, mais également de participer à la formation des plus hauts officiers de la République du Mali, c'est la suite logique. C'est la preuve, pour ceux qui voudraient en douter, que M. Macron ne peut pas faire et défaire ma carrière sur la terre. C'est une réponse au néocolonialisme français. Nous, Africains, qui avons développé des aptitudes, qui avons acquis des compétences, nous ne dépendons pas de vous. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus citoyens français que certains d'entre nous avons acquis des positions dans l'administration française que nous ne sommes pas capables de nous dessaisir de ces positions pour défendre en âme et conscience ce que nous estimons juste, vrai et nécessaire. Ça, c'est d'abord une réponse très pratique à M. Macron. On dit à quelque chose, malheur est bon. Moi, j'étais professeur agrégé de philosophie en province, en Normandie. Là, maintenant, je suis professeur à l'école de guerre dans la capitale du Mali. Et c'est l'école de guerre la plus innovante que le Mali ait jamais connue, qui est en train de se développer actuellement. C'est une expérience remarquable. Quand je vais à l'Université catholique du Mali, mes pairs, c'est-à-dire, je parle de mes pairs au sens de mes collègues, PAIRS, mais sont heureux de m'avoir parmi eux. Mes étudiants sont heureux. Et ça, c'est quelque chose qui date de plus de 15 ans maintenant. Bon. Il s'agit de faire comprendre aux Africaines et aux Africains qui vivent en Occident, qui vivent partout, qu'il existe des lieux, des pays en Afrique où nos compétences sont reconnues, peuvent être reconnues. Et qu'il ne faut pas hésiter, si on veut vous faire chantage d'une position quelconque, partout ailleurs dans le monde, à reprendre langue avec le continent. Donc c'est vraiment, pour moi, simplement la suite logique des choses. Macron pensait que son poste de professeur agrégé et le salaire qui m'était versé par le Trésor public français étaient d'une indispensabilité presque vitale. Il a la preuve. Mais depuis septembre, je n'ai plus de salaire français. Et je suis mort. Quand vous me regardez là, j'ai l'air de mal me porter. Africaine, Africain, qui êtes en Amérique, en Europe, en Asie, et qui avez peur de dire non, dites non, il ne vous arrivera rien que la possibilité de mieux servir l'Afrique. Il fallait que je montre que c'est possible. Donc, je vois un certain nombre d'imbéciles qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui sont aigris. Ah, pourquoi lui? Écoutez, moi, je suis citoyen d'honneur de l'Alliance des États du Sahel. Je suis chez moi, maintenant, au Mali. Ne vous inquiétez pas, je suis chez moi au Mali. Je suis chez moi au Niger. Je suis chez moi au Burkina Faso. Dans ces 3 pays désormais, je circule sans entrave. Mais pourquoi voulez-vous qu'un Africain qui a pris mon engagement, un Africain qui a eu mon engagement, pourquoi voulez-vous qu'il boude cette reconnaissance? Pourquoi voulez-vous que je crache dans la soupe de la libération de mon continent, alors que c'est même par là qu'on nous respecte partout dans le monde? Non! Il faut qu'ils sachent, les dirigeants occidentaux, que nous pouvons exister sans eux. Et c'est pour cela que j'ai assumé cette rupture professionnelle, puisque M. Macron essayait de faire chantage de ce petit poste. On peut se passer d'un poste et on vit quand même. La preuve, je ne suis pas là. Je suis là. Je suis même encore plus productif que quand j'avais la charge de ces fonctions, qui sont très contraignantes. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie et c'est tout naturellement que je me suis réinvesti dans la formation des jeunes Africains, dans la formation universitaire, formation académique. Et aujourd'hui, il m'a donné la possibilité de faire profiter de mon expérience de l'analyse géopolitique, géostratégique, de mon expérience de la communication politique aux officiers supérieurs de la République du Mali, aux côtés d'autres enseignants brillants de toute discipline qui participent à la formation de ces officiers. Vous me voyez bouder une telle reconnaissance? Impossible.
les sacrifices que nous consentons sont justifiés quand nous sommes reconnus par les nôtres. Oui. Donc, une fonction de professeur à l'école de guerre du Mali est pour moi infiniment plus prestigieuse qu'une fonction de professeur agrégé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur français. En tant qu'Africain, je me sens respecté, reconnu. Et je vous demande de remercier le président Assimi Goïta et tous ses compagnons. Parce que l'acte qu'ils ont posé a une triple signification. D'abord, c'est un acte qui est conforme à la Constitution de la République du Mali. C'est une république qui est dédiée à l'unité africaine, donc à l'intégration africaine. Moi, qui suis un fils natif du Cameroun, ils m'ont pris à leur côté, sans méfiance, à partir de mes états de service pour la lutte africaine, et me demandent de participer à la formation de leurs meilleurs officiers. Qu'est-ce qu'un homme veut de plus grand que cette reconnaissance sur la terre? Deuxièmement, ce qu'ils disent par là, c'est un message à l'Occident. Notre diaspora n'est pas une diaspora d'esclaves. C'est une diaspora compétente. Un grand joueur ne manque jamais d'équipe. Oui! Vous ne voulez pas de notre diaspora? Ça tombe bien. Nous avons souffert de la fuite des cerveaux. Nous voulons bénéficier du retour des cerveaux. Allez-y, chassez-les. Chassez tous les Africains brillants de France, d'Europe. Ça tombe bien, l'Afrique les veut ici. Je vous en supplie, persécutez tous les Niamsi de France. Au nom de Dieu. Moi, je suis au Mali là. L'une des choses que je vais faire, c'est la recherche de toutes ces compétences qui sont persécutées, méprisées sur tous les continents pour faciliter leur reconnexion avec nous. C'est notre matière grise. L'Afrique n'aurait jamais dû perdre sa matière grise. Donc le Mali, qui ne manque pas tout naturellement d'intellectuels brillants dans tous les domaines, montre sa hauteur et sa transcendance africaine. J'ai vu quelques petits esprits qui se promènent là. Ah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens au Mali qui peuvent faire? C'est pas ça la question. C'est pas ça la question qu'ils se sont posées. Ils se sont demandé, est-ce que lui-là, il peut être utile? Et la réponse qu'ils ont trouvée, c'est oui. S'il y a d'autres gens qui peuvent être utiles, mais qu'ils se signalent. Est-ce qu'ils se signalent? Il n'y a pas de raison. Moi-même, je veux être partout où je vais passer ici au Sahel, partout où je vais être ici au Mali, je vais être celui qui permet aux meilleures compétences africaines de trouver un endroit ici en Afrique, et en particulier dans cette terre bénie du Mali, pour servir. Moi, je n'ai jamais éteint la lumière de quelqu'un. Je n'ai pas peur des gens brillants. Je sais que je suis brillant. Vous n'avez pas besoin de me dire que je suis brillant. Je sais. Donc, je ne cherche pas à écraser quelqu'un, à empêcher quelqu'un. La plupart des gens qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient transmettre tel ou tel message à une autorité savent que je transmets systématiquement. C'est, excusez-moi, c'est l'autorité à ce moment-là qui décide. Je crois que je vais avoir besoin de vous. Voilà, très bien. On a eu une petite coupure, mais elle a été compensée tout de suite. Dieu merci. Elle a été compensée tout de suite. Donc, je tenais vraiment à décanter tout cela et à dire que il faut considérer cela comme un signe du destin. Que les événements se soient alignés de telle façon que je sois de retour en Afrique. Donc, désormais, c'est 50 à 60% de mon temps que je vais consacrer à cette activité, l'Institut de l'Afrique des Libertés, ici à Bamako. L'enseignement, eh bien, à l'école de guerre du Mali et à l'Université catholique. Et puis, je continue à rester en contact avec tout ce qu'il y a, eh bien, d'innovants, de créateurs à travers le monde. J'ai encore une partie de ma famille qui vit en France. Je vais continuer à y aller. Je ne me reproche rien. Alors, les gardes à vue de M. Macron, il peut continuer à les faire de toutes les façons. Ils les font et ils me laissent toujours soit passer, soit sortir. Quand ils ne voudront plus, on prendra d'autres dispositions. Je suis habitué à leur persécution. Jusqu'à ce que M. Macron parte. Je sais que ça ne va pas être facile pour moi en France. Mais das ist mir égal, comme disent les Allemands. Je l'ai déjà pesé, et j'ai trouvé que ça ne va pas durer. Il va avoir, le président Macron est le président qui va avoir le plus de problèmes après sa perte de pouvoir. Sarkozy, les problèmes qu'il a eus ne sont rien à côté de ceux qui attendent Macron. Vous allez voir sur vos propres yeux ce qui va lui arriver. Quand il va sortir de l'Élysée, c'est la direction de la prison de la santé qui l'attend, Macron. Parce que lui, il traîne encore plus de boulets que Sarkozy, qui a déjà un bracelet électronique. Vous comprenez? Donc, il faut que vous compreniez l'esprit dans lequel votre serviteur s'est remis à plein régime
au service de la formation en Afrique. Et vraiment, c'était ça l'objet de la conversation. Je n'ai pas fait de direct ces dernières heures parce que je suis dans la phase d'ajustement, la phase d'organisation de cette contribution à la formation. Ici au Mali, vous m'avez vu à l'université d'État du Togo, j'y retournerai, j'irai en mission d'enseignement dès que possible au Burkina Faso, les autorités sont ouvertes pour cela, au Niger, dans tous les pays africains, où il me sera donné de venir faire bénéficier de mes compétences aux jeunes générations, je vais le faire. Partout où on me respecte, ici, dans ce continent, je servirai. Mais du coup, je ne m'ennuie pas. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas demain. Vraiment, je ne m'ennuie pas. Au contraire, une journée de 24 heures est trop petite pour moi. Voilà la grâce que j'ai reçue du Tout-Puissant à travers mes ancêtres angélisés. Et je vous remercie, chacune et chacun d'entre vous, pour les prières, pour les mots d'encouragement, les mots de prudence, les suggestions que vous n'avez cessé de me faire dans ce parcours extrêmement rude, difficile. Certains d'entre vous s'inquiètent tout naturellement pour ma sécurité. Et je leur dis toujours, écoutez, j'ai bientôt 54 ans, le 31 mars 2026 prochain, et j'estime que les grands héros de l'Afrique sont presque tous morts avant leur cinquantaine. Donc ce n'est pas un demi-centenaire qui va être là en train de pisser dans ses frocs parce qu'il y a un président néocolonialiste ou un valet de la France-Afrique qui le menace. Vous comprenez? Il faut sortir de l'empire de la peur et s'installer dans celui de l'amour, de la vérité, de la justice et de la solidarité. Et ainsi, chacun d'entre nous pourra donner le meilleur de lui-même. Voilà ce que je fais. Je suis installé au cœur de la jeunesse africaine. Mon centre de gravité, c'est le Mali. À partir de là, je continuerai à rayonner autant que possible partout dans le monde. J'ai tissé ces 5 dernières années des contacts avec l'Institut d'études africaines de la Fédération de Russie à Moscou. Il va y avoir des échanges entre l'Institut de l'Afrique des libertés et cet institut. Je tisse des relations scientifiques, des relations de coopération avec des intellectuels qui sont aux États-Unis et au Canada. Je fais de même en Europe. Je suis en train de construire le network de l'Institut en Afrique. Nous allons avoir des choses à faire et nous les ferons. Nous n'attendrons personne, car l'avenir s'écrit à chaque instant de nos vies. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour éclairer votre lanterne sur ce que je fais ici. S'il vous plaît, aidez-moi à remercier le président de la transition de la République du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons, pour la confiance, la fraternité, l'hospitalité qu'il me réserve, malgré tout ce que les gens ont essayé de fabriquer et d'inventer entre nous. Parce que eux, ils connaissent le fond de mon âme, le fond de mon cœur. Ils connaissent mon amour pour notre continent. Et je souhaite que cet amour vous habite également et que nous soyons nombreux à être, comme je me suis défini lors de ma rencontre d'accueil à l'école de guerre du Mali, soyons tous de grands soldats de la connaissance. Moi, je suis un soldat de la connaissance. Je suis là pour faire avancer la cause de la vérité, de la justice, de la solidarité humaine, mais par l'outil du savoir. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Voilà ce que je pourrais vraiment dire ici.